Après la capitulation de l'Allemagne en mai 1945, la situation matérielle des universités est à l'image de celle du pays dans son ensemble. La plupart des universités ont subi des destructions conséquentes. À l'université Goethe de Francfort, seuls 50% des bâtiments sont encore debout. Mais surtout, beaucoup d'universités ont perdu d'importantes quantités de manuels et d'ouvrages scientifiques absolument essentiels au bon fonctionnement de l'enseignement et de la recherche. L'université technique de Darmstadt, par exemple, a perdu plus de 80 000 volumes sur un fonds de 134 000 volumes. Quant au personnel, il est assez difficile d'avoir des chiffres précis. On sait simplement que les nazis avaient forcé à l'exil environ un tiers des professeurs d'université. Mais on ignore la part du personnel des universités et des étudiants qui y sont morts dans les camps de concentration ou au combat. Malgré cette extrême précarité matérielle, il y a une urgence à rouvrir les universités en 1945. Les 4 puissances qui occupent alors le pays sont d'accord sur ce point. D'une part, il y a une nécessité à soigner la population dont la santé physique et psychique est mauvaise. Ce seront d'ailleurs les universités de médecine qui seront les premières à rouvrir leurs portes. D'autre part, la jeunesse du pays est au centre des préoccupations des puissances occupantes. La plupart des jeunes hommes et femmes en âge d'étudier n'ont connu que le système éducatif nazi. Sans parler des soldats de retour du front. Comme elle est destinée à former les futures élites du pays, l'université est comprise comme un lieu stratégique de l'antifascisme et de la rééducation des Allemands à un mode de vie démocratique. On ne peut pas vraiment parler d'une politique de dénazification homogène. Elle diffère en fonction des zones d'occupation, mais aussi en fonction du degré de nazification de chaque université. Sur ce point, il existe une réelle hétérogénéité. Ce que l'on peut dire, c'est que les premières mesures prises par les autorités anglaises, américaines, françaises et soviétiques dans leurs zones respectives sont plutôt drastiques. Il s'agit en effet d'anéantir l'influence encore persistante de l'appareil idéologique du national-socialisme au sein de l'université. Dans la zone américaine, par exemple, les autorités décident d'éloigner de l'université toutes les personnes ayant occupé un poste au sein du parti NSDAP, ainsi que toutes les personnes qui ont adhéré avant la loi du 1er mai 1937. Cela conduit par exemple l'université de Munich à écarter du corps professoral 80% des enseignants. On retrouve de tels chiffres dans beaucoup d'universités. Dans la zone soviétique, qui fait de l'antifascisme un point central de sa politique, les chiffres sont encore plus élevés. L'université d'Iéna doit écarter 98% des professeurs et celle de Leipzig 100%. Mais à l'ouest, ces premières mesures sont très vite assouplies pour pouvoir faire face au manque de personnel. C'est notamment la loi du 5 mars 1946 sur l'élimination du militarisme et du national-socialisme qui fait évoluer la situation. Cette loi, par laquelle les prérogatives de l'épuration sont transférées aux autorités allemandes, propose 5 catégories définissant le niveau d'implication dans le système national-socialiste. Dans le domaine universitaire, elle a pour conséquence que certaines personnes, d'abord écartées de leur poste, ont pu ensuite y retrouver leur place. Cela signifie donc qu'avant même le retrait des forces militaires étrangères, l'université, en particulier à l'ouest de l'Allemagne, est le lieu de cristallisation de plusieurs visions contradictoires du passé allemand, mais aussi de l'avenir du pays et de son potentiel de démocratisation. En ce qui concerne les débats sur l'université, 2 lignes de front s'opposent. Elles sont représentées dans un premier temps par les puissances occupantes d'un côté et le professorat allemand d'un autre côté. Mais ce sont des lignes qui vont être très rapidement transférées à l'intérieur même du professorat allemand, notamment avec le retour des professeurs émigrés de force à l'étranger. Dans ce paysage complexe, tous sont d'accord pour dire que l'université allemande a été une institution prestigieuse qui, depuis le XIXe siècle, a contribué de manière décisive à répondre à la question des rapports entre science et vérité. Cependant, pour les autorités occupantes, les universités allemandes se sont en même temps éloignées de la société et n'ont pas été en mesure de faire de leurs étudiants des citoyens responsables, sensibles aux problématiques sociales et politiques du monde dans lequel ils vivent. Beaucoup pensent même qu'elles ont contribué au développement d'une élite réactionnaire.
Après 1945, l'université passe pour être une institution coupée de la réalité sociale, une tour d'ivoire qui s'est détournée de la société civile et a favorisé, par son manque de réaction au développement politique du XXe siècle, la montée du nazisme. Pour les professeurs restés en Allemagne pendant la dictature, c'est le nazisme qui a privé les universités de leur excellence et a neutralisé leur influence mondiale. Cette période doit être envisagée comme une parenthèse de l'histoire allemande et la restauration de l'université allemande dans tout son prestige est alors considérée comme une forme de Wiedergutmachung, de réparation du point de vue des universitaires allemands. L'objectif est la réhabilitation du modèle traditionnel qu'on appelle humboldtien, d'après Wilhelm von Humboldt, grande figure scientifique du début du XIXe siècle. Une sorte de renouveau à partir des origines, aus dem Ursprung, comme le dit le philosophe Karl Jaspers dans ses interventions sur l'idée d'université. La tradition démocratique de l'université allemande est surtout pensée dans ce contexte à partir des principes de liberté d'apprendre et d'enseigner. Et il s'agit surtout pour le professorat allemand de voir reconnue l'indépendance de la science vis-à-vis du politique, de l'université vis-à-vis de la société. L'intérêt des puissances occupantes se porte au contraire sur des questions très concrètes de restructuration de l'université allemande, qui est devenue une sorte d'État dans l'État. Si elle veut participer activement à la rééducation démocratique du pays, l'université doit être repensée totalement. Elle doit se démocratiser elle-même et recréer un lien fort avec l'opinion publique. Les Américains et les Britanniques, notamment, ont une conception pragmatiste de la démocratie, inspirée des travaux de John Dewey. Pour eux, la démocratie est une forme de vie plus qu'un régime politique. Ils s'intéressent donc plus particulièrement au sort des étudiants et aux modes, formels et informels, de socialisation étudiante. Ils voient dans l'introduction des sciences sociales modernes au sein de l'université allemande un autre vecteur de la démocratisation de l'université et de la société allemande. Les enquêtes empiriques, notamment, sont considérées comme un moyen de confronter les étudiants à la dureté de ce qui est, de ce qui a été, comme le dit le philosophe Theodor Adorno, et donc de favoriser le déploiement d'un esprit critique vis-à-vis d'idéologies autoritaires et régressives qui menacent toujours la société. Il est vrai que la question du rapport des étudiants à la politique est centrale après la Seconde Guerre mondiale. On le sait, ce sont les étudiants qui ont été, dans la plupart des cas, le moteur de la mise au pas des universités par le national-socialisme après 1933. Et l'embrigadement des étudiants a été particulièrement important pendant la dictature. Pourtant, après 1945, les autorités étrangères et allemandes, tout comme les professeurs, ont espoir dans la jeunesse du pays. Ou à tout le moins, ils ne pensent pas qu'il sera possible de démocratiser l'Allemagne et de lui faire retrouver le concert des nations démocratiques sans une rééducation des étudiants. En 1946, toutes les zones d'Allemagne de l'Ouest décident cependant d'amnistier les personnes nées après le 1er janvier 1919, permettant ainsi à un certain nombre d'étudiants impliqués de retrouver les bancs de l'université. Mais alors que la génération en âge d'étudier devient de plus en plus un objet de recherche sociologique, il apparaît qu'elle est frappée d'une forme d'apathie. C'est une génération sceptique, comme le dira le sociologue Helmut Schelsky. Ainsi, dans le contexte de tensions grandissantes entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest au tournant des années 1950, c'est une grande indétermination qui règne encore sur l'université allemande et avec elle sur l'avenir du pays. Ce n'est que dans la décennie suivante que les étudiants joueront un rôle décisif dans la confrontation de l'Allemagne à son passé nazi et en faveur de la démocratie, en particulier à l'Ouest. Cet épisode nous rappelle donc à quel point il est difficile de démocratiser tout un système, qu'il soit universitaire ou autre, après une période de mise au pas par un régime totalitaire.